Monsieur Lapressange, vous nous accueillez chez vous. Quel sens ça a d'accueillir quelqu'un chez soi? Eh bien, c'est pas si secret, la maison. Et en tout cas, elle a été conçue pour y vivre au quotidien, plus que pour recevoir. Je trouve que parfois, les gens s'occupent énormément du salon, au cas où il y a un dîner et des invités, alors qu'ils ne pensent pas vraiment à leur quotidien. Et je me dis que les gens qui viennent doivent avoir une espèce d'indulgence. Je ne sais pas, à m'angoisser vraiment parce qu'il y a du désordre, des chiens qui aboient. C'est une maison qui vit. Oui, non, je compte beaucoup sur le fait que la plupart des gens ont les mêmes soucis à la maison. Il y a toujours une ampoule qui ne fonctionne pas, un truc cassé. Mais je suis de plus en plus à la maison, je travaille de plus en plus à la maison. Est-ce que c'est lié au confinement? Non, plus à l'âge, je crois. Et je crois qu'avec le temps, il faut apprendre à être bien chez soi, à être confortable chez soi, et bien quand on y est seul, et bien quand on est avec d'autres personnes. Pour moi, c'est un signe de sagesse. Alors, quand vous démarrez dans le métier de mannequinat, vous avez 17 ans. 17 ans, c'est quand même très, très jeune. Vous venez d'avoir votre bac, vous l'avez eu très tôt, hein, plutôt bon élève. Vous commencez l'école du Louvre. Et puis, voilà, arrive une proposition, et pas n'importe laquelle, et tout démarre pour vous. C'était un rêve ou c'est le hasard de la vie? Alors, dit comme ça, c'est merveilleux. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça. Et j'ai eu mon bac vraiment par surprise, parce que j'étais vraiment une élève médiocre qui faisait pas beaucoup d'efforts. Et j'avais pas prévu les études supérieures, ce qui est aberrant, quoi, quand même. Et donc, il y avait une école, là, qui était l'école du Louvre. Je m'intéressais à l'art, mais comme tout le monde. Mais j'aimais plutôt peindre, faire des modelages ou faire des choses avec mes mains. Et bon, l'école du Louvre, c'est plutôt théorique. Et c'est formidable parce que ce sont des conservateurs, les conservateurs du Louvre, qui font les cours. Ils ne sont pas forcément pédagogues, mais très, 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 très compétents. Et je voulais gagner un petit peu d'argent de poche. Et à l'époque, j'avais un petit copain qui était mannequin, qui avait été mannequin. Il était musicien, mais il avait été mannequin. Et il m'avait dit, bah, tu peux être mannequin, comme ça tu feras quelques photos, tu gagneras des sous. Et il m'a emmené dans une agence de mannequins. Et là, ils m'ont regardé comme ça. Ils m'ont dit, il faudra apprendre à vous maquiller, à vous coiffer, il faudra épiler tous ces sourcils. Ce qui était absurde, parce que les mannequins n'ont pas besoin d'apprendre à se maquiller, puisqu'il y a des maquilleurs, généralement. Enfin bon, c'était une façon de me dire que ça n'allait pas. Et dans la cage d'escalier, je lui dis, bah, tu vois, je peux pas être mannequin, toi, t'es amoureux de moi, tu me trouves bien, mais ça va pas, quoi. Donc, flop total, hein. Et ça, c'est important de dire aux gens que mannequin, on choisit pas de l'être, hein. On est choisi. Et parce que toutes les mères trouvent que leurs filles sont ravissantes et pourraient l'être, hein. Mais bon, il y a des modes dans les physiques, hein. Et puis, être jolie ou être mignonne, c'est peut-être pas pareil que d'être mannequin. On peut même être très très belle, hein, et pas vraiment avoir un physique de mannequin. Quelques mois après, j'étais invitée à un dîner avec des musiciens. Et un des musiciens avait comme femme, ou petite amie, la propriétaire d'une agence de mannequins. Et c'est cette propriétaire qui a dit à mon petit ami, Inès, si elle veut être mannequin, pas de problème, qu'elle vienne me voir. Et alors, je suis allée la voir, et elle, c'était une très grande agente. Elle avait des personnes comme Aurore Clément, des physiques spéciaux, avec de la personnalité et des caractères. Mais c'est pour vous dire que c'est elle qui m'a choisie. Et dès le lendemain, elle m'envoyait au magazine Elle pour que je rencontre la personne qui faisait les castings, enfin qui rencontrait les mannequins. Mais ensuite, ça a mis un temps fou. J'ai fait des défilés, j'ai fait quelques photos, mais ça démarrait pas comme ça. Alors, dit comme vous, on dirait que waouh, la découverte, pas du tout. Le succès est venu très, très, très doucement. Et tant mieux. Parce que rien n'est pire qu'un énorme succès sur une fille très très jeune et très rapidement. Mais ça, au départ, ça vous a plu, vous vous êtes dit, ça y est, je rentre dans un milieu très différent. Vous vous êtes emparé de ce métier ou vous l'avez fait un peu en dilettante? Ah non, moi je suis française, moi. Je faisais avec beaucoup de cynisme en me disant, bon voilà,
métier de crétine. Donc un peu de désinvolture alors même. Non, non, non. De dédain, mais de sérieux. C'est pas antinomique. C'est-à-dire que je me disais, c'est vraiment pas très intéressant comme travail. Et à l'époque, les mannequins étaient mal considérés en France. On se disait qu'elles étaient sottes, plutôt, et que le travail n'était pas très intéressant. Et moi-même, je le trouvais pas très intéressant parce que quand on est dans un studio de photo, il y a un type qui fait la lumière. Si elle est mal faite, déjà, on est moche. Et puis, il y a quelqu'un qui fait la photo, et s'il appuie sur le bouton au même moment, ça peut être dramatique. Et donc, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi était très, très créatif. Même la maquilleuse, coiffeur, la personne qui faisait le vêtement, la styliste, celle qui arrangeait les vêtements ensemble. Et pas moi, vous. non. Donc, je trouvais pas que c'était intéressant. En revanche, j'étais consciencieuse. J'arrivais à l'heure, avec les cheveux propres, très bien élevés, mais Vous vous très plaisiez consciencieuse. Et vous vous plaisiez à cette époque-là? Pas spécialement. Je me souviens que les gens me disaient que j'avais des jambes magnifiques, alors que moi, je trouvais que j'avais des mollets de coq et que des jambes trop maigres. Et puis, et en plus, les premières photos qu'on voit de soi, on est un petit peu déçus, les défauts ressortent. Non, je trouvais que les défilés, j'aimais bien parce que c'était très spontané, il n'y avait pas de répétition. Et très vite, tous mes défauts se sont transformés en qualité. C'est-à-dire que je marchais en zigzag, je faisais des sourires, je disais bonjour aux gens, tout ce que les mannequins doivent Mais pas c'est ça faire. qui a fait votre réputation aussi, c'est votre spontanéité, votre fraîcheur, votre envie en fait de vous amuser. Ben, j'étais un peu chercher l'erreur, le vilain petit canard en fait. Mais aussi, le succès, c'est pas uniquement grâce à soi-même ou à ce qu'on est, ou même à ses parents, c'est les autres, c'est l'œil des autres. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean-Jacques Picard, qui était un consultant et qui s'occupait de la presse pour les différentes marques, et qui donnait beaucoup son avis dans le choix, par exemple, des mannequins. Et il avait énormément de clients et systématiquement, il m'imposait pratiquement au défilé de ses clients en me trouvant des qualités que je n'avais pas forcément. Il disait, vieille France, elle est élégante, elle est chic, elle est moderne, ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas comment il y arrivait, mais c'est pour vous dire que lui m'a aidée. Et ensuite, j'ai rencontré ce jeune photographe qui maintenant est un maître absolu, archi reconnu, qui s'appelle Paolo Roversi, et qui m'imposait aussi bien pour les photos dans Marie-Claire que pour une campagne pour Dior, par exemple. Il avait dit, si c'est pas Inès, je fais pas la campagne. C'est pas mal, hein, c'est gentil, ça. Donc c'est pour dire que... Ouais, c'était pas seulement gentil, c'est que vous correspondiez aussi à son attente, non? Ah non, mais c'est gentil de faire un ultimatum comme ça, quand même, hein. Quand on Mais a un client croyez en important, tout d'un coup, on peut mettre de l'eau dans son vin. Et non, il y a aussi les autres qui vous aident. On choisit aussi les autres, parce que quand on a une agence de mannequins, ils ont plus envie de vous envoyer faire un catalogue en Allemagne qui est très très bien payé que de travailler pour un jeune photographe pas très très connu. Donc il y a un moment donné où il y a un choix à faire aussi, qui est un choix qu'on fait avec son cœur et qu'on fait comme ça aussi spontanément, et qui ne relève pas forcément de la raison non plus. J'essaye toujours de trouver quelque chose qui va intéresser des gens qui ne sont pas mannequins. Et donc je me dis que quel que soit son travail, il y a un moment des choix qu'on doit faire qui ne sont pas évidents et qui vont même déranger vos amis, votre famille, votre entourage, ou qui vont vous dire ah, c'est peut-être une bêtise, parce que les gens qui vous aiment n'aiment pas qu'on se mette en danger ou qu'on prenne des risques. Hein. Parce qu'ils craignent pour vous. Parce qu'ils craignent pour vous. Mais en tout cas, le succès, les autres vous aident à avoir ce succès. Et vos parents, ils vous ont laissé faire? Alors mes parents, mon père, il trouvait un tout petit peu dommage que j'arrête mes études à l'école du Louvre. Mais comme ils n'étaient pas conventionnels, hein, ils m'ont jamais dit mannequin, c'est pas une vie ou quoi. D'autant que vous avez commencé, vous étiez mineur. Donc il fallait leur J'ai commencé autorisation. plutôt vers 18 ans par là. Mais non. Et Non, quand j'ai vous faites la commencé à travailler à couverture de 18 ans. Elle, vous êtes très jeune. Eh bien non. Là, il y a toute une espèce de mensonge. Je vais faire mon coming out avec vous, Catherine, aujourd'hui. Ce qui est amusant, c'est que je faisais 42 défilés
On ne pouvait pas voir un défilé à Paris sans que j'y sois. Et il y a eu les premiers articles sur les mannequins, la moitié d'une page dans Le Monde, dans le Herald Tribune, des interviews et tout. J'ai été la première à faire tout ça. Mais je n'avais pas du tout eu une carrière classique de mannequin. Et c'est-à-dire que la couverture du Elle, hein, j'ai dû la faire, j'étais déjà plus... Non, si, j'étais mannequin depuis très longtemps déjà. La couverture de Marie-Claire, je l'ai juste jamais faite. Il y avait une chose qui s'appelait Marie-Claire bis. Hein, et alors ça, j'avais fait en silhouette. Hein. J'avais fait la couverture d'un journal qui s'appelait Dépêche Mode. Hein. J'ai jamais fait la couverture du Vogue en tant que mannequin. Et mais maintenant, j'en ai plus rien à faire, je peux le dire. Mais nul n'est prophète en son pays. Et la première fois que j'ai fait la couverture du Vogue, j'étais styliste, j'étais plus mannequin. Alors c'est rigolo quand même. Hein. Donc ça a pris beaucoup plus de temps en fait qu'on ne pense. Oui, oui. Et maintenant, si on googlise, nouveau terme qui n'est peut-être pas encore dans le petit Robert, si on met mon nom dans Google ou dans un moteur de recherche, disons, eh bien, il y a des photos qui arrivent de moi, il y a 5 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui, et relativement peu de photos de l'époque où j'étais mannequin. J'ai pas eu 50 000 couvertures de magazines, non. On a toujours considéré que j'avais une tête bizarre et pas commerciale. Les premières publicités que j'ai faites, c'est venu très tard. Hein. Et vous dites même que vous avez ramé pendant très longtemps. Ouais. Et en ramant. Ouais, en ramant un peu. Ouais. La carrière de mannequin. Et alors, bon, après, tout d'un coup, ça s'est mis à marcher pas mal. Surtout grâce à Paolo Roversi, ses photos pour Dior. Et j'avais fait des photos avec Serge Lutens pour Shiseido aussi. Mais j'étais peut-être mannequin depuis 6-7 ans déjà. Et au summum de ma carrière, j'adore la phrase, au summum de ma carrière, eh bien, j'en avais un petit peu assez tout de même, surtout les séances de photos, qui duraient très très longtemps. Et alors, j'ai commencé à travailler pour Karl Lagerfeld, chez Fendi, chez Chloé, pour sa marque KL, et Chanel. Je travaillais déjà pour Chanel, pour Philippe Guy Bourget, qui était le styliste juste avant Karl, et même pour la haute couture, qui était faite par Monsieur Jean et Madame Yvonne, qui étaient les premiers ateliers de Gabrielle Chanel elle-même. Donc je travaillais déjà pour Chanel, et quand Karl y est arrivé, j'ai travaillé beaucoup pour Chanel. Hein. Mais c'est vrai qu'il vous a apprécié, aimé, que vous lui avez plu tout de suite, parce qu'il y avait une ressemblance avec Coco Chanel? Non. Non, pas du tout. J'aimais beaucoup travailler avec lui, c'était rigolo, et on faisait les essayages. Et en quoi c'était rigolo? Parce que tout le monde pouvait donner son avis. Moi, j'avais une forte tendance toujours à donner mon avis. Et alors, et puis au bout d'un moment, je disais, Karl, je suis désolée, mais je dois aller faire les essayages chez les autres, je dois partir. Et on était frustrés, et lui et moi, parce qu'il y avait une bonne ambiance qui s'arrêtait net, à tel point qu'un jour, je lui ai dit, je vais être en retard à cause de toi, fais-moi un mot d'excuse. C'était pour une japonaise qui s'appelait Anna Emori. Alors, il écrit un mot avec sa jolie écriture. Et je suis arrivée, la couturière qui a ouvert la lettre a eu un fou rire pour une japonaise, c'est-à-dire qu'elle a fait comme ça. Mais c'était pour dire qu'à chaque fois, je devais partir. Et alors, un jour à New York, j'essaie de vous faire cette histoire brièvement. J'étais dans un hôtel, dans le bar de l'hôtel, et je vois passer dans la rue Karl Lagerfeld avec une dame. Donc je sors de l'hôtel, je le rattrape dans la rue, et je dis « Ah, t'es à New York et tout ». Et alors il me dit « Ouais, qu'est-ce que tu fais ?» Alors je dis « Moi, j'ai un agent qui est l'agent de John Borg et du pape, et qui s'appelle McCormack. Et j'espère qu'il va me trouver un contrat quelconque pour arrêter d'être mannequin. Je lui dis un contrat, je sais pas, pour vendre des saucisses ou je sais pas. Et alors, Karl me dit, peut-être pour du café. Alors, j'ai compris du café. Et il me dit, parce que Inespresso. Je dis, voilà, Inespresso, pourquoi pas. Mais bon, bref, une blague, on rigole 3 secondes, on s'embrasse, au revoir. Et quelques temps après, j'ai appris que la dame avec qui il se promenait dans New York était la présidente de Chanel américain, Chanel Inc. Et alors, à mon avis,
en marchant, en continuant la promenade, ils se sont dit, si elle a envie d'arrêter d'être mannequin, pourquoi on ne la prendrait pas comme ambassadrice de la maison? Je crois que les choses peuvent partir d'une blague. Et donc, je n'ai pas vendu de café, on ne sait jamais, mais là, pour le moment, non. Et quand ils m'ont proposé ce contrat d'exclusivité totale, tout le monde me dit que c'était une folie et une bêtise. Tout le monde essayait de me décourager en disant, mais tu travailles pour plein de monde, pour les journaux les plus prestigieux, tu fais des publicités, tu ne vas pas t'arrêter comme ça. Et alors là, oui, c'est une décision comme ça qui a été importante. Et vous ne l'avez pas regretté? Non, les autres, je pense qu'après ont compris que finalement j'avais eu du pif. Parce qu'à l'époque, c'était pas si bien vu de s'habiller en Chanel. Hein. L'image n'était pas si flamboyante. Et il y avait une boutique dans le monde, rue Cambon. On n'imagine pas en 1983 ce qu'était cette entreprise. Bien considérée, mais enfin, c'était pas la chose la plus à la mode. Et plus prestigieuse, oui. Non, non, les gens disaient, mais non, mais ma grand-mère avait un tailleur Chanel, ou ma mère avait un sac Chanel quand elle était jeune. Enfin, il y avait des gens ne pensaient pas que ça pouvait être très, très moderne. Et donc là, ça a été un vrai grand tournant. Une belle rencontre, évidemment, avec Lagerfeld. Et puis, il y a une brouille, tout de même. Lorsque vous devenez Marianne, le symbole de la nation qu'on voit dans les mairies, une brouille qui a dû un peu être douloureuse, tout de même, pour vous, sur le plan amical. J'avais été choisie Marianne. Hein. Marianne, ça veut dire prêter ses traits au visage de la France, son visage. Après, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, des gens bien, quoi. Ouais. Et alors, inutile de vous dire que quand on a un contrat avec une marque, hein, et qu'on est l'image de cette marque, et que tout d'un coup, on devient l'image du pays, la marque est assez heureuse, hein, et même très réjouie. Mais pas lui. Et tout d'un coup, Karl, non, était agacé par cette espèce de popularité. Parce que dans la rue, les gens me disaient « on adore ce que vous faites ». Moi, je disais « non, c'est lui qui fait ». Et puis, je recevais un courrier de fans. Donc après, une sorte de forme de jalousie? Il y a eu comme ça une espèce d'agacement, je pense. Et puis, ensuite, j'étais très, 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 très amoureuse de mon mari. Et donc, j'étais plus cette fille seule. Et il avait l'impression que j'allais plus être aussi disponible. Et il y a toute une espèce de concours de circonstances. Et puis, elle a cette espèce de triomphe d'être Marianne. Ça veut dire des articles non seulement dans toute la presse quotidienne française, dans tous les magazines, et dans le monde entier. Dans le monde entier, voilà. Et donc ça l'a agacé, ce qui peut être humain. Et puis, il avait dit, ah ben non, mais c'est cette histoire de Marianne, il faut que tu refuses. J'ai dit non. Et ensuite, il m'a dit, le prochain défilé, tu auras une robe entièrement brodée de fleurs de lys. Fleurs de lys étant, comme vous savez, le symbole de la royauté. Et moi, j'avais dit, c'est pas drôle. Hein. Et non. Et donc, au lieu d'être Marianne, tout d'un coup, j'étais plutôt Gavroche. Hein. Et alors là, je suis allée voir mon ami et avocat, Georges Kejman, en lui disant, ça va pas, là, l'ambiance. Hein. Et si c'est comme ça, je préfère partir. Hein. Et alors, mes amis me disaient que j'étais folle et idiote. Mon avocat lui-même était un peu étonné. C'était gonflé de votre part. Ouais, mais c'était très franchouillard, quoi, finalement. Genre, je suis libre. Et finalement, Karl disait des choses dans la presse qui n'étaient pas terribles. Hein. Et alors, moi, j'ai préféré fuir tout ça. Les petites phrases, je ne suis pas rentrée là-dedans. Et bien m'en a pris, parce que j'ai fait plein de choses passionnantes après. Mais aussi, c'était encore une décision un peu risquée. Des gens me disaient, t'es dans une cage dorée, si tu sors de chez Chanel, on t'oubliera complètement. Des phrases. Ça a même été plutôt l'inverse, puisque vous avez obtenu votre indépendance totale, puisque vous avez créé aussi votre marque quelque temps plus tard. Comment vous vous expliquez que vous ayez eu ce cheminement, cet itinéraire professionnel, que vous soyez aujourd'hui une femme d'entreprise, et que d'autres mannequins qui avaient la même aura en soient restés en fait au mannequinat et n'aient pas su évoluer? Qu'est-ce que vous avez de plus? Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup la mode. Et ça, finalement, depuis l'âge de 14 ans. Sauf qu'à l'âge de 14 ans, je n'osais pas le formuler. Je me disais que toutes les filles de 14 ans s'intéressaient à la mode.
Moi, j'achetais du tissu avec ma machine à coudre, je cousais des trucs. C'était pas terrible d'ailleurs. Et je tricotais des pulls avec des manches qui faisaient 6 mètres de long, enfin une horreur. Mais j'aimais bien fabriquer des trucs. Hein. J'enfonçais des étoiles avec des clous dans des blousons en jean. J'aimais bien transformer les choses, les teindre et tout, faire du tie and dye. Donc depuis toujours, j'ai aimé la mode. Et créer alors déjà. Oui, choisir. Et avec ce contrat Chanel, ce qui était merveilleux, c'est que j'étais bien plus au studio que tous les autres mannequins. Donc j'étais là pour choisir les tissus, pour l'élaboration des toiles, pour les essayages de mes vêtements, mais ceux des autres aussi, l'attribution des tissus aux toiles. Et donc pendant 7 ans, j'ai appris un métier. En plus, Karl m'aidait beaucoup. Il me disait, c'est toi qui choisis le tissu. Alors j'allais, je suggérais. Je faisais des erreurs d'ailleurs. Je me souviens qu'un jour, pour des petits pantalons, j'avais apporté un rouleau de taffetas vert pâle. Hein. Et il y avait une grande exposition Watteau à l'époque. On était très, très, très influencés par ça, et Karl et moi. Et puis il m'avait dit, ah, normalement, nous ne faisons pas de pantalons avec du taffetas. Mais pourquoi pas? Et finalement, mes pantalons étaient très, très bien. Et puis, parfois, je lui suggérais des choses. Je lui disais, pourquoi on ne ferait pas un manteau très large? Et alors, il me disait, mais fais un croquis, ça sera plus simple. Alors, je faisais le croquis, et il me disait, mais voilà, les boutons, il n'y en a pas, les coutures, il n'y en a pas. Donc, je comprenais qu'il fallait dessiner les boutons, les coutures. Donc déjà, grâce à lui, vous aviez cette expérience. J'avais le meilleur prof du monde. J'avais Karl Lagerfeld comme prof privé dans la meilleure école Chanel. Hein. Et ça m'intéressait. Je trouvais ça beaucoup plus rigolo d'être là à choisir des tissus. D'ailleurs, il me piégeait, hein, parce que quand on choisissait les tissus, il y avait un bout de crêpe noire et un autre bout de crêpe noire qui étaient vraiment parfaitement identiques. Et il me disait, lequel tu préfères? Alors, au lieu de dire, j'ai aucune idée, ils sont pareils, au pif, je disais, ben, celui-là, t'as raison, c'est bien meilleure qualité. Mais c'était un petit peu au pif. Mais aussi, quand j'étais enfant, j'avais une grand-mère qui aimait beaucoup les vêtements. Et je détestais ces espèces de robes qui faisaient du bruit, qu'elle mettait, tout. Mais j'ai appris sans m'en apercevoir. Et ça, c'est tellement important, ce qu'on voit quand on est enfant. Les voyages, les expositions, les livres. Les gens qu'on côtoie vous apprennent des choses et vous transmettent finalement leur savoir et leur passion. Donc, j'avais eu une première école qui était ma grand-mère, tout de même. Hein. Et puis ensuite, 7 ans chez Chanel, avec 2 défilés de couture, 2 défilés de prêt-à-porter par an, on apprend. Avec donc cette marque qui porte votre nom, Inès de la Fressange, donc pendant plusieurs années, voilà, cette marque se développe. Et puis après, vous perdez votre nom. Il en sera ensuite, bien sûr, une bataille juridique qui va durer 14 ans. 14 ans d'acharnement pour retrouver sa marque. Tout d'abord, des associés qui auraient pu être contents en fait de votre réussite et de votre succès, puisque eux, ils ont bénéficié, les actionnaires, et ils vous virent, ils vous licencient. Et du coup, bah, vous vous retrouvez comme tout chômeur à la NPE. Ça doit faire drôle quand même. Alors, ce qui est très désagréable, c'est d'abord de savoir que son équipe est maltraitée. Moi, de mon temps, tout le monde, mon studio arrivait quand il voulait, à l'heure qu'il voulait, partait quand il voulait. Il y avait une espèce de confiance et puis de respect mutuel. Alors, quand j'ai su que l'ambiance n'était plus la même, ça, c'est une première souffrance. La deuxième souffrance, c'est quand les gens ne sont pas forcément au courant de cette histoire et vous montrent une vilaine valise en plastique, une vilaine broche, je ne sais pas quoi, en disant c'est Inès de la Fressange. Alors, on ne peut pas leur préciser, c'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est une saloperie, votre truc, vous l'avez vendu, acheté probablement beaucoup trop cher. Mais néanmoins, c'est mon nom. On peut pas le faire, c'est mon nom. Alors ça, c'est désagréable. Et puis bon, c'est vrai que l'injustice, c'est désagréable à vivre, mais je ne peux pas me plaindre parce que j'avais plus de travail du jour au lendemain, ce qui est difficile, parce que je ne pouvais plus exercer mon travail. Mais je ne mourrais pas de faim. J'étais bien consciente de ça. J'avais un mari, un appartement. Et puis j'avais surtout 2 enfants. Alors là, c'est tout d'un coup la priorité. Tout le reste, on sent que c'est moins important.
2 enfants en bonne santé. Mais tout de même, effectivement, j'allais, puisque je n'avais pas de travail et que je ne pouvais pas en avoir non plus, la situation était très, très difficile. J'allais à la NPE, j'allais pointer. Ça serait un peu Marie-Chantal de dire que c'est une expérience intéressante. C'est une expérience pénible et douloureuse. Qu'est-ce que vous avez appris? Déjà, on se retrouve rejeté de la société. On est quelque part, les gens vous disent « Qu'est-ce que tu fais, toi, comme travail ?» Ben non, moi, je travaille pas. Déjà, d'être un peu comme ça, en parallèle. Marginalisé. Et puis, je dois dire que tous les gens avec qui j'ai eu affaire de l'administration sont tous formidables. Ils sont formés pour écouter les gens, pour être patients, pour être gentils, pour expliquer. Mais après, si on a un rôle de dirigeant et qu'on doit se séparer de quelqu'un, c'est bien de savoir ce que c'est que de perdre son travail, hein, je crois. Et je crois que tous les dirigeants devraient se retrouver à un moment donné à la NPE. Vous voulez dire, de ce fait, vous en avez tiré des leçons, même vous, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, vous prêtez attention. Et puis après, juste financièrement, quoi, quand tout d'un coup, on met sa carte bleue dans la machine et qu'elle est avalée, et tout d'un coup, on n'a plus de carte. Hein. Bon, mais je veux pas faire pleurer dans les chaumières, quoi, Mais parce que moi, ça a été une j'étais prise quand de même conscience, une prise de conscience aussi. Oui, d'être marginalisé comme ça. En plus, quand on a été dans la réussite, les gens veulent qu'on y reste. Hein. Bon, tu vas te reprendre, tu vas faire quelque chose. C'est comme si on n'avait pas le droit, à un moment dans sa vie, d'avoir une période calme. J'avais quand même 2 enfants petits, je pouvais m'en occuper aussi. Mais c'est drôle comme les autres veulent qu'on soit dans le succès, quoi. Ouais, mais à la fois, est-ce que certains ne sont pas heureux de vous voir tomber? Je crois que les seuls heureux, c'est la presse. Qui ne vous a pas épargné? Quand il y a eu beaucoup de réussite, beaucoup de succès, beaucoup de chance aussi, et beaucoup de bonheur, je crois que ça rassure tout le monde de voir qu'il y a un peu d'ombre. Mais moi, si je devais résumer ma vie, c'est pas ces moments pénibles que je ressortirais, parce que j'oublie les choses. Et des choses pénibles, je les oublie, je les efface, j'y pense pas. Et puis de toute façon, je suis très 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 peu tournée vers le passé. Hier soir, ma fille, qui vit à Marseille, m'a envoyé un texto, la petite, petite à 22 ans, et elle m'a envoyé un texto en disant « je découvre plein de photos de toi chez Chanel quand tu étais mannequin, et tu étais super cool, maman ». Et alors du coup, je lui ai répondu, je suis heureuse que tu découvres ça aujourd'hui. Et ça veut dire que voilà, que j'ai pas fait Sunset Boulevard à vous parler de ma carrière perpétuellement. J'étais assez fière qu'elle découvre sur Internet tout un tas de photos de moi. Et alors je trouvais ça plutôt bien. Vous n'êtes pas narcissique. Alors ben non, mais je crois que tout de même, en vieillissant, il faut apprendre à s'aimer. Surtout dans sa vie professionnelle, il faut savoir en quoi on est bon. Avec l'expérience, on a acquis des trucs, hein. On peut transmettre à d'autres, apprendre à d'autres, mais surtout, on peut sortir des phrases comme ça qui sont issues de l'amalgame de tout ce qu'on a appris dans sa vie professionnelle depuis longtemps. On ne sait pas d'où ça vient, mais je crois qu'il faut oser avoir de l'autorité. Et parce que ça rassure les équipes avec qui on travaille. Et puis, c'est en ça qu'il faut être narcissique, c'est savoir quelles sont ses qualités, les assumer, les utiliser, en être fier. Hein. Et puis savoir ses faiblesses aussi. Enfin, bon. Sartre disait que l'enfer, c'était les autres. Vous avez écrit un livre qui a pour titre « Le bonheur, c'est les autres ». Est-ce que c'est pas idéaliste? Est-ce que c'est pas utopiste? Ah non, pas du tout. Alors... tout le monde a un petit moment de déprime. Et puis de toute façon, au quotidien, il y a tout un tas de choses qui vous escagassent perpétuellement. Et on gamberge sur des trucs sans arrêt, ça revient, ça continue. On est là, on tourne en rond. Et ben, il y a une solution pour ça, c'est les copines. Vous allez déjeuner avec des copines,
ben, tout, ou une copine, hein, ou un copain, et tout disparaît, ou tout est allégé. Parce que le petit truc qui vous tracasse, juste en le formulant déjà, il perd 50%. Mais d'autres vont voir leur psy pour faire ça. Ouais, si les psy les aident, tant mieux, c'est bien. Mais Là, c'est un échange gratuit avec la copine ou le copain. Oui, c'est que tout va mieux, de se confier ou d'écouter les autres. Pour moi, il y a 2 remèdes. C'est la musique, déjà, d'écouter de la musique. Quand on est adolescent, on écoute tout le temps de la musique, puis tout d'un coup, on en écoute moins. Pourquoi ? C'est absurde. Et alors, je sais pas, en s'habillant, en faisant le ménage, dans la rue, d'écouter de la musique, hein, et de voir avec les autres les choses. Alors, dans son travail, de demander aux autres ce qu'ils en pensent, ou d'arriver à se confier en disant là, je bute, là, j'y arrive pas. Et puis, je sais pas, je trouve que tout est bien mieux avec les autres. Moi, j'adore faire des collaborations avec d'autres. Ils apportent leur professionnalisme, leur point de vue. Et puis moi, je vois ce que je peux leur apporter. Et on fait un produit, tout d'un coup, qui n'aurait pas existé sinon. L'épreuve du feu en amitié, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est quand justement on est très down et que l'autre est présent, plutôt que quand tout va bien ? Comment on démontre son amitié ? Ben, quand l'autre n'est pas à la hauteur et qu'on reste amis quand même. Hein. Je crois que c'est pas être trop exigeant. Ce qui est merveilleux avec l'amitié, c'est que ce sont des lunettes avec un filtre. C'est-à-dire à partir du moment où c'est son ami, les choses sont un petit peu effacées, sont un petit peu dans le flou. Alors qu'avec d'autres gens qui ne sont pas nos amis, au contraire, le regard est beaucoup plus acéré, beaucoup plus critique, beaucoup plus méchant. Avec ses amis, on efface un peu les choses. Hein. Un ami, la mauvaise mine, une sale tête un jour, c'est pas grave, on le connaît depuis longtemps. On va pas le juger à ce moment-là, ou il a une petite faiblesse. Avec des amis, on peut confier ses mesquineries, on peut confier ses faiblesses. Hein. C'est ça, l'amitié. Et on ne demande pas à un ami de faire des preuves de grande amitié, au contraire. Hein. Au contraire, c'est qu'il faut être indulgent. Des amis, vous en avez beaucoup sur Instagram. Ah oui, non, mais oui, alors, on ne peut pas considérer que ce sont des amis. Alors voilà, ce sont des amis en virtuel. Voilà, ils vous choisissent, ils choisissent de regarder vos posts. Ça vous amuse ? C'est quelque chose que vous faites par vous-même ou que vous déléguez ? Ah non. Non. Alors, bon, déjà, ça m'amuse de voir où sont mes copains, ce qu'ils font et quand. Et alors, ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, d'un point de vue professionnel, je vois ce qui se passe aussi dans la mode, des défilés, des jeunes. Je découvre des jeunes gens grâce à Instagram. Là, il y a un jeune garçon qui s'appelle Charles de Villemorin, qui a été découvert par Loïc Prigent. Maintenant, en 1 an, il a fait une espèce de carrière fulgurante. Les premières choses que j'ai vues de lui par lui, c'était sur Instagram. Et puis, il y a aussi des marques de décoration, des marques de vêtements pas très connues, des fabricants de bijoux pas très connus. Ça m'intéresse ce qu'ils font. Et puis, ça m'intéresse ensuite de mettre la lumière sur eux, dans mon hors-série ou dans ma newsletter ou des choses comme ça. Et puis, moi, ça m'amuse de faire un peu le pitre aussi sur Instagram. Et puis parfois, il y a des choses qui sont magnifiques et j'ai envie de partager ça. Et, un paysage, un endroit, et j'ai envie de le montrer. Mais je ne considère pas que les gens qui appuient 3 secondes pour faire un like sont des amis. Mais en même temps, il peut y avoir une complicité. Et puis, il y a des heureux hasards. Une fille, un jour, je ne lis pas forcément tous les commentaires, t'entends, il y en a beaucoup. Mais là, par hasard, j'ai vu une jeune fille qui m'a dit « c'est drôle, l'imprimé de votre blouse ressemble au dessin que j'ai fait à mes assiettes ». Je me suis dit « qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là ? Je vais aller vérifier ». Et je regarde son fil Instagram et ses assiettes, ce qu'elle faisait. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai oublié complètement mon imprimé, mais effectivement, il y avait des choses similaires.
Et alors, je lui ai, en message privé, je lui ai dit, mais j'aime beaucoup ce que vous faites, peut-être qu'un jour on fera des choses ensemble. Et elle est venue à Paris, on a eu un rendez-vous, je lui avais préparé plein de peintures pour faire des assiettes et on a fait ensemble toute une collection d'assiettes. Et tout ça grâce à Instagram. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je travaille, mais c'est entièrement grâce à Instagram. L'industrie de la mode a évidemment beaucoup changé, s'est beaucoup développée. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la mode est davantage dans la rue qu'auparavant? Et que c'est elle qui fait en fait la mode? Là, il n'y a pas très très longtemps, on m'a apporté le catalogue d'une entreprise et il y avait des photos de la famille dans les années 70. Ils étaient en province et je vois la photo de toute la famille. Ils étaient tous avec des pattes d'éléphant, des chemises à fleurs, des cols pelle à tarte et tout. C'est-à-dire que c'était dans les années 70 et toute la famille était habillée comme ça. C'est-à-dire que la mode qu'on voyait dans les journaux, c'était vraiment la mode que les gens adoptaient. Alors qu'aujourd'hui, les gens qu'on voit dans la rue, ils auraient pu être habillés comme ça il y a 10 ans ou même 20 ans. C'est amusant que les choses de la rue, les sweatshirts, les vêtements de sport, les baskets et tout, soient repris, réutilisés par des grandes marques de luxe qui apposent des logos et surtout des prix aberrants. Mais si on demande à la plupart des gens qui ne travaillent pas dans la mode, qu'est-ce que c'est la mode en ce moment, c'est qu'est-ce qui est à la mode, ils n'en savent rien. Et généralement, ils s'en fichent même. Hein. Et si on demande aux gens, si vous gagnez une grosse fortune, là, qu'est-ce que vous achetez, alors ils vont vous dire une voiture, un voyage, un nouvel ordinateur, je refais ma cuisine ou mon salon. Et pas un vêtement luxueux? Pas forcément, non, pas forcément. Alors que pendant très 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 longtemps, le premier achat de quelqu'un qui devenait riche, c'était des belles chaussures. Maintenant, d'un côté, les entreprises de luxe, de grandes marques sont déployées d'une façon extraordinaire. Il y a eu un développement dans le monde entier inouï et qui participe au rayonnement de la France, ça, il faut le reconnaître. Puis il y a la grande diffusion aussi, qui sont des marques qu'on retrouve dans tous les pays du monde et dans les grandes villes. Et puis alors, il y a des gens comme moi qui essayent de faire des vêtements pour leurs amis. Alors, vous travaillez pour évidemment votre marque, mais aussi vous travaillez pour une marque japonaise, Uniqlo, à pas cher, en définitive. Vous essayez que les vêtements, en fait, soient portables par tout le monde et accessibles à tout le monde. Est-ce que c'est plus difficile, en fait, de travailler, d'être créatrice, inspiratrice d'une marque à bas prix qu'une marque de luxe? Alors, travailler pour une marque de grande diffusion, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, et parce que j'ai toujours été persuadée qu'on pouvait faire le beau pas cher. Il y a eu 2 femmes en France qui s'appelaient Denise Fayolle et Maïmé Arnaudin, qui, dans les années 60, ont fait pour prix unique ça, aussi bien pour les vêtements que pour le mobilier. Considérant que le beau pouvait être pas cher. Alors aujourd'hui, je crois que je l'ai prouvé avec 17 collections, c'est difficile de plaire partout dans le monde au même moment. Et il faut essayer de trouver quelque chose qui est un peu universel. Hein. En revanche, la qualité, non. Parce que quand on achète de grandes quantités de tissus, on peut négocier un prix plus bas. Et c'est difficile quand on a une petite entreprise de négocier le prix d'un métrage de tissu, alors que quand on en achète des kilomètres, c'est plus facile. Et donc, on peut avoir des tissus d'extrêmement bonne qualité. Et je crois qu'avec des coupes relativement simples, en rajoutant tout de même des détails, on arrive à quelque chose de très, très raisonnable. C'est un exercice de style qui, moi, m'intéresse beaucoup. Mais effectivement, il faut que ce soit pour une fille jeune, pour une femme moins jeune, pour une fille japonaise, mais en même temps une fille américaine, une fille russe. D'où la difficulté. Voilà. Et alors, quand on y arrive, et quand on voit qu'il y a en plus quelque chose d'universel, que les premiers... Ce qui est vendu le mieux et le plus vite, c'est à peu près les mêmes modèles partout dans le monde, c'est intéressant. Alors, vous dessinez très bien. Est-ce que vous pourriez nous faire un dessin? Ah ouais, mais il faut mes binocles, juste. Ah ouais.
Regardez, tout est prévu. Voilà, bon. Voilà, tac. Vous avez appris à dessiner où? À l'école, en cours, hein, pendant que les cours de maths, hein, où je ne comprenais rien, je m'ennuyais. Et puis non, j'ai un dessin autodidacte. C'est presque des gestes naturels. Avant, il y avait le téléphone, vous savez, il y avait généralement des calepins à côté des téléphones. Hein, et les gens faisaient tous des dessins comme ça. Maintenant, les gens dessinent moins parce qu'il n'y a plus de téléphone fixe. Voilà, c'est ça. Mais moi, je considère que tous les gens qui savent écrire, hein, eh bien, savent aussi dessiner. Parce qu'à partir du moment où on sait manier un stylo, eh ben, c'est qu'on sait dessiner. Ah oui, vous croyez ça, vous? Oui, c'est que les gens pensent qu'ils ne savent pas dessiner. Donc nous sommes tous des artistes. Oui, non, je pense très sérieusement que tout le monde est un peu créatif. Mais les gens ne se l'autorisent pas forcément. Il y a un clip actuellement qu'on peut voir et qui met en scène votre fille dans Boum Boum. Ah, vous avez vu ça? Et on voit Violette, et alors c'est incroyable, la similitude. Ah oui? Elle se meut. Moi, je vous ai fait super elle danse. méchante. Je vous ai fait super méchante alors que vous n'êtes pas méchante du tout. C'est bizarre. Ah, cruel. Non, je l'ai fait trop vite. Boum Boum, et on l'a regardée avec l'équipe de Click. En entier? Ouais. Elle bouge bien, hein? Très très bien. C'est ma fille. Voilà, donc deux filles qui ont fait des longues études, l'une qui a fait Normal Sup, il y en a une autre qui est actuellement à une école de théâtre, hein, une très belle école de théâtre. Vous leur avez donné, vous pensez, l'envie justement d'être costaud dans la vie, d'être autonome, d'être indépendante. Qu'est-ce que vous leur avez transmis comme valeur essentielle selon vous? Oh non, moi, je leur ai surtout fait plein de bisous. Quand elles étaient petites, des massages, comme des mamas africaines, Et c'est comme tout. ça. Beaucoup de rigolades, très peu de disputes, hein, et énormément de confiance. Vous les avez désirées, elles Oui. deux. Oui, Vous avez attendu Mon pour les avoir. Mon médecin m'avait dit, vous pouvez considérer que vous avez 2 miracles. Et vos autres médecins et moi-même, on n'y croyait pas trop, mais devant votre conviction et votre détermination, on n'osait rien dire. Et alors oui, non, c'est 2 petits miracles. Tous les enfants sont des miracles, hein, mais particulièrement les miennes. Mais oui, il y avait toujours beaucoup de joie de vivre. Je me souviens de la minute boîte de nuit qu'elles adoraient. Alors la minute boîte de nuit, ça consistait à éteindre pratiquement toutes les lumières et mettre Elvis Presley très 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 fort, ou des musiques un peu comme ça, et de se mettre à danser. Il pouvait être 7 heures du soir. Alors ça, elles adoraient la musique boîte de nuit. Et puis, ouais, non, elles étaient gâtées, mais elles savaient qu'elles étaient gâtées. Mais je leur disais aussi, il vaut mieux avoir le temps de souhaiter les choses. C'est mieux. Si tu les as tout de suite, c'est pas terrible. Je te fais confiance, tu verras. Si tu attends, au moment où tu l'auras, vraiment, tu seras très, très, très heureuse. Et aujourd'hui, vous êtes une copine, vous êtes une amie, vous continuez à être une mère? Oh, moi, je suis une maman. Et je suis une... bah oui, je les appelle mes bébés, mon bébé. Elles aiment? Elles apprécient? Elles ont dépassé le cap où elles sont exaspérées. Là, ça va. Et puis, voilà, toujours à essayer de leur rajouter une écharpe avant qu'elles sortent, en plein mois d'août. Mais non. Et, mais je ne suis pas une copine, non. Et il ne faut pas penser que je suis leur mère. Alors, je suis fière quand elles me font confiance, quand elles ont un choix à faire et qu'elles m'appellent, hein, pour avoir mon avis. Non, il ne faut pas considérer qu'on est la même génération. Et puis, je ne dois pas être copine avec leurs copains. Et il faut respecter cette chose-là, que je suis la mère, hein, et que je serai toujours là pour elles, quoi qu'il arrive. Elles ont les clés de chez moi, elles savent qu'elles peuvent débarquer n'importe quand, elles ne me dérangeront jamais, et que ça sera tout le temps la priorité. Et puis, mais des copines, j'en ai, et puis c'est différent. Le bonheur, c'est l'inattendu, disait Jean d'Ormesson. Ah oui, c'est pas Ouais. mal. Vous aimez cette formule? Non.
J'aimais beaucoup Jean d'Ormesson. Mais je crois que si on attend la surprise, si on veut être dans la passion, si on veut être dans l'extravagant, c'est le contraire du bonheur. Le bonheur, c'est de savoir réaliser quand il est là, pas quand il est parti. Je vais, pour terminer, vous poser quelques questions. Alors, vous allez y répondre par des gestes Oh! ou par des expressions du visage, par une gestuelle. On démarre. Vous faites quelle tête si l'une de vos filles vous dit qu'elle aime une fille? Vous faites quelle tête si la maison Chanel vous demande de succéder à Virginie Viard? Vous faites quelle tête si on vous propose un rôle au cinéma? Vous faites quelle tête quand vous découvrez une nouvelle ride? Et vous faites quelle tête quand vous vous retrouvez dans la presse People? Quand vous partez en Provence, quelle tête faites-vous? Et quand vous retournez à Paris? Vous faites quelle tête quand on vous dit qu'il n'y a plus de Mont Blanc à la boulangerie et la pâtisserie? Et vous faites quelle tête quand l'un de vos posts Instagram dépasse les 10 000 likes? Et vous faites quelle tête quand votre amoureux est de mauvais poil? Vous faites quelle tête quand vous entendez un morceau d'Otis Redding? Et vous faites quelle tête quand vous vous regardez le matin dans le miroir? Oh! Merci Inès de la Fressange. J'ai menti pour la dernière chose parce qu'en réalité, je me force à sourire dès le matin, même si j'ai aucune raison. Ben, je me dis que le corps est un peu stupide. Et donc, si on lui envoie un message positif, il dit « ouais, tout va bien ». Il va imprimer. Et je vous promets que je fais ça tous les matins. J'ai même une petite pancarte dans mon dressing disant un sourire tous les jours, une bêtise comme ça. Essayez, vous allez voir, c'est génial. Parce que le matin, on n'a pas envie de sourire. Hein. Truc Bon, pas allez, drôle, on hein. sourit à la vie alors. Oui, il faut sourire bêtement. Merci.